Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Décidez vous-même. Du même auteur, paru aux éditions L'Harmattan. En 2011. Pouce de chien-dent, roman Les années lycée de Sébastien. Pour une sortie positive de la crise, autogestion et dépérissement de l'État. Essai. Architecture, joli mois de mai, quand reviendras-tu? Essai. En 2008. Faut-il brûler les HLM? Essai. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-55-982-0. EAN 9 782 296 559 820. Jean-Pierre Lefebvre. Décidez vous-même. Autogestion et dépérissement de l'État. L'Harmattan. 1. 2012 peut-il amorcer un changement de société? 70% des Français sont opposés à la politique imposée par un président choisi par le CAC 40, élu sous la pression médiatique de l'oligarchie. Unissons-nous pour décider chaque jour nous-mêmes de ce qui nous concerne dans l'entreprise et dans la ville. Nous sommes entrés dans la crise finale du système capitaliste qui est à la fois financière, sociale, économique, écologique, militaire, culturelle, urbaine, éthique, scientifique. La débâcle des banques en 2008, son symptôme le plus fort, n'a pu être provisoirement endiguée que par l'injection massive de capitaux publics dans les méga-déficits privés des banques. La rechute de 2011 aura donc des suites fatales. Absolument rien n'est réglé. Les peuples sont maintenant sommés de régler la note au travers des politiques d'austérité qui précipitent la crise sociale en aggravant encore les inégalités et l'impossibilité de payer les dettes. L'impasse est totale. Les remèdes financiers sont connus. Ils viseraient à instituer des contrôles, des réglementations contre la folle spéculation des marchés. Mais leurs conséquences inévitables, s'ils étaient un jour appliqués, hypothèse improbable dans ce système profondément conservateur, signifierait un alourdissement bureaucratique sans frein des appareils d'État, remède pis que le mal. Il n'y a donc pas d'autre solution que l'institution d'une démocratie active contrôlant partout l'économie à la source et la politique à la base, dans les entreprises comme dans tous les rouages d'un État devenant transparent et subissant une cure d'amaigrissement systématique au profit d'entités autogérées, passant contrat avec l'État politique et concurrentiel au sein d'un marché régulé. Les révolutions démocratiques arabes confirment cette montée de l'exigence démocratique autonome. Pour se doter d'une portée internationale, le projet autogestionnaire et libertaire doit s'appuyer sur l'histoire raisonnée des 2 derniers siècles de praxis politique plutôt que sur des vérités révélées autant qu'éternelles. Il doit se nourrir de l'analyse des conditions historiques concrètes de chacune des nations. Ainsi de la singularité française où les nombreux courants de la gauche révolutionnaire représentent toujours en hautes eaux quelques 15% des citoyens en dépit de leur dispersion. Ils sont mieux qu'ailleurs capables de vigoureuses mobilisations défensives, où une jeunesse bloquée dans son avenir pourrait fournir l'énergie d'un basculement majoritaire pour le sauvetage de la société en crise grâce à l'option d'un socialisme par en bas. L'alliance plusieurs fois réalisée avec des couches réformistes a conduit à des succès partiels en 1936, 1945, voire, non sans une certaine ambiguïté, en 1981 ou 1997. Cependant les divisions chroniques de la gauche radicale, strate des avatars historiques du siècle dernier, la paralysent. Son enlisement dans un corporatisme qui borne l'avenir au renforcement des services publics, c'est-à-dire en toute absurdité à celui des appareils d'État bourgeois quand ceux-ci absorbent ici 52% du PIB, 9% de plus que l'Allemagne, son vide stratégique et sa distance au réel, privent la gauche radicale d'un programme crédible et unificateur pour un changement de société urgent. Aucun salarié en possession de ces facultés ne souhaite rééditer les tragiques expériences de socialisme étatique de l'Est, effondrées en 1989, pas plus que les replâtrages sociaux libéraux cumulant les défauts du libéralisme et de l'étatisme.
Tous, en tentant en vain de freiner la crise, ont sombré in fine dans l'hyperlibéralisme des années 80. La seule protection contre cette tendance historique profonde exigerait que le contrôle démocratique lucide par la base, joint au dépérissement des bureaucraties, irrigue progressivement l'ensemble du système planétaire. Le projet d'autonomie individuelle et collective est le projet d'une société où tous les citoyens ont une possibilité effective de participer à la législation, au gouvernement, à la juridiction et finalement à l'institution de la société. Cornelius Castoriadis, 1992. Il n'y a pas de survie possible pour l'humanité si elle garde le système d'exploitation qui provoque, outre l'inégalité et la violence, une prédation aveugle de la terre-mère et une fragilité extrême des équilibres économiques mondiaux. Son logiciel obsolète devient incapable de fournir les bonnes réponses aux contradictions dramatiques de sa phase terminale. Le capitalisme, rafistolé ou non, mène la planète droit dans le mur. Le blocage historique résulte ici de l'absence à gauche d'une alternative crédible qui exclurait les dérives mortifères du socialisme par étatisation, en poussant partout la transparence et l'effervescence démocratique de la base jusqu'à leur plus haut niveau historique atteignable, à l'exemple de mai 1968, des révolutions arabes et des indignés grecs, espagnols, américains, etc. Nous sommes les 99%. 2. Le long processus d'hominisation. Après la lente genèse de la commune primitive où la division du travail fonde l'exploitation, en premier lieu celle des femmes par les hommes, l'histoire de l'humanité s'est écrite d'abord comme une lutte des classes entre dominants et dominés où l'État apparaît comme l'instrument de la domination des nantis, tentant d'éviter que les contradictions sociétales deviennent destructrices plutôt que productrices de richesses. L'extraordinaire éclosion grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ invente les premières formes de rationalité matérialiste et de démocratie, certes partielle, en raison du maintien de l'inégalité esclavagiste. On suivit 2 millénaires d'une lutte des classes incessante qui a impulsé l'essor de l'économie et l'émergence des nations, parallèle à un mûrissement multiforme et chaotique de la démocratie. Après l'essor bourgeois des communes européennes du XIe siècle, les Lumières et ses révolutions bourgeoises ont enfin renoué avec le rationalisme et le progrès démocratique. Les sciences de la nature ont pris leur essor et les philosophes matérialistes, redécouvrant Lucrèce, Épicure, Démocrite, ont démonté les mythes idéalistes et religieux. L'univers est connaissable, les galaxies comme l'histoire ne comportent aucun meneur de jeu caché, l'avenir est au pouvoir par le peuple, pour le peuple. Marx et le capitalisme. Marx prolonge les Lumières et déduit son socialisme de l'analyse du capitalisme naissant avec le XIXe siècle. Il s'appuie sur les analyses par les économistes anglais Smith et Ricardo des mécanismes économiques, illustrés par la loi de la valeur-travail qui préside à l'échange des marchandises puis à l'accumulation du capital grâce à la plus-value prélevée par les capitalistes sur l'exploitation de la force de travail des salariés. Partant de Rousseau, des utopistes Fourier, Owen, Cabet comme de la dialectique de Hegel remise sur des pieds matérialistes, Marx établit la théorie de l'aliénation de l'homme issue du travail salarié résultant de la propriété privée des moyens de production qui le séparent de sa propre activité productive. Le travail aliéné rend l'homme étranger à son propre corps, au monde extérieur aussi bien qu'à son essence spirituelle, à son essence humaine. L'homme générique doit en effet faire de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa conscience, afin de se comporter avec l'espèce humaine comme à l'égard de soi en tant qu'être générique. C'est ce qui le distingue des autres espèces animales. C'est la même chose avec la religion. Plus l'homme projette des choses en Dieu, moins il en garde en lui-même. Manuscrit de 1844. Le Proudhon qu'il conseille un moment mais dont il critique la faiblesse philosophique scientifique et certaines illusions petites bourgeoises, il retient cependant l'idée essentielle que la propriété c'est le vol, démontré juridiquement par le père de l'anarchisme dans Qu'est-ce que la propriété ? 1840. Le droit de propriété, comme toute liberté, doit s'arrêter là où il commence à léser les droits d'autrui. Si le prolétariat, la classe exploitée, se libère, une nouvelle commune, appuyée sur la science, pourrait utiliser les résultats de la croissance infinie des forces productives pour répartir équitablement leurs bienfaits à tous les humains. Jusqu'à présent, les philosophes tentaient d'expliquer le monde,
Il s'agit maintenant de le transformer. La production, selon Marx, est accomplie par le travailleur collectif, complexe de salariés associés, manuels et intellectuels. Les marchandises qu'ils fabriquent ont une valeur d'usage et une valeur d'échange sur le marché. Cette dernière tend à supplanter la première dans le phénomène de réification qui diffuse l'aliénation généralisée de la société. Le salarié, manuel ou intellectuel, qui ne domine plus sa propre production, devient lui-même une marchandise. Il doit, pour subsister, vendre sa force de travail, son seul bien, au propriétaire des moyens de production, selon une valeur correspondant aux marchandises nécessaires à son entretien et à sa reproduction. Le capitaliste s'approprie la différence avec la valeur du travail incorporée dans les marchandises. Une plus-value qui, en s'accumulant, édifie le capital. Marx fait franchir aux théories démocratiques des Lumières l'ultime barrage des murs de l'usine. À la production sociale doit correspondre une propriété sociale des moyens de production, fondée sur la décision démocratique des salariés. Le capitalisme sera son propre fossoyeur. La suraccumulation de profits privés par l'oligarchie, si elle développe les forces productives comme jamais, si elle balaye les obstacles idéologiques, nationaux ou éthiques à l'enrichissement inégalitaire par la croissance, tend inexorablement à la paupérisation, aux réifications et aliénations, aux violences interindividuelles de la compétition animale, aux crises de surproduction, à l'alourdissement des appareils d'État qui lui sont tout dévoués, aujourd'hui à la destruction de la planète. À l'autre pôle de la société, s'il parvient à se constituer en classe consciente, le salariat, en se libérant, devrait libérer l'humanité de l'oppression grâce à une société sans classe, sans division du travail, intellectuelle manuelle, où dominerait une propriété collective des moyens de production. L'histoire nous a enseigné depuis que celle-ci ne pourra être réelle que si elle sait se débarrasser de l'État oppresseur. Sinon, une autre exploitation peut se substituer à la précédente, la caste bureaucratique remplaçant l'oligarchie. Le contenu du socialisme devrait suivre le principe, à chacun selon son travail. Nous en sommes toujours là. Le capitalisme tend à étendre son emprise sur toute la planète et à abaisser toujours davantage le prix de la force de travail, en utilisant les fortes tensions issues des différences de développement entre nations. Il tend à rationaliser et à concentrer la production en unités de plus en plus grandes et plus bureaucratiques. Son économie, sous l'effet de l'avancée technologique et du savoir, développe les mécanisations et automations qui réduisent la part de travail vivant dans la valeur de la marchandise, tendant ainsi à diminuer le taux de profit moyen du capitalisme. Cette contradiction le pousse inéluctablement à la fuite en avant dans la surexploitation des salariats, la rente et les dangereux produits financiers fictifs et ainsi, au gonflement d'une bulle spéculative dont l'explosion peut signifier sa perte. La source de l'accumulation tend à se réduire aux productions provisoirement protégées par un monopole, appuyé sur des moyens d'État. Le savoir tend à devenir la principale force de production directe, nouvelle contradiction avec le profit privé. Les crises cycliques de surproduction, de 1929 à 2008, deviennent périodiquement inévitables, amplifiées aujourd'hui par une énorme excroissance financière largement virtuelle. La guerre mondiale fut un moyen d'y échapper, 1914-1939, guerre froide. À défaut, la recherche désespérée de nouveaux moyens de plus en plus hors d'atteinte, de réguler le chaos par l'action des États et la surexploitation. En 2011, 3 ans après la crise financière, ceux-ci ont montré leur impuissance à réguler la machine, à réformer un système irréformable, la crise des marchés redouble. L'État selon Marx. Accaparé par l'étude des phénomènes économiques, Marx n'a pas eu le loisir de développer ses conceptions sur l'État, qu'il avait pourtant programmé comme suite au capital. Il le caractérise comme l'instrument politique de la classe dominante bourgeoise qui rassemble les propriétaires des moyens de production et d'échange, usines, transports, banques, bureaux, etc. L'État n'est pas autre chose que la forme d'organisation que les bourgeois se donnent par nécessité, pour garantir réciproquement leurs propriétés et leurs intérêts tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'idéologie allemande, 1845. L'intervention de l'État dans le fonctionnement de la machine économique capitaliste n'a jamais cessé de favoriser la spoliation et l'accumulation privée, Polanyi. Ainsi, au pire moment du néolibéralisme prétendument anti-étatique, Reagan, Thatcher,
selon lequel les actes concurrentiels des consommateurs autonomes seraient régulés spontanément par un marché sans contrainte instaurant miraculeusement une démocratie absolue. En fait, les oligopoles et la publicité faussent en permanence le choix des citoyens consommateurs. Seule une autogestion généralisée donnant tout le pouvoir aux producteurs consommateurs pourrait tendre vers une telle situation idéale. La totalité de la richesse créée appartient aux salariés spoliés puisqu'elle n'est rien d'autre que la cristallisation historique de leur propre travail. L'expropriation des bourgeois est donc hautement morale, elle exige le dépérissement nécessaire de leur État. Marx décrit la bureaucratie étatique comme la corporation transférée dans le monde politique. C'est l'armée des moines soldats qui abandonne toute autonomie individuelle pour le conformisme, le culte du secret, de la norme, de la hiérarchie, avec une tendance naturelle à la prolifération parasitique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.